Bonjour à tous. Les régions du sud-ouest et du nord-ouest sont toujours le théâtre des attentats. Des engins explosifs improvisés sont positionnés à l'entrée des marchés et sur les routes empruntées par des militaires. L'intervention des forces de défense et de sécurité a permis de désamorcer certains explosifs, mais l'insécurité grandissante est révélatrice de l'enlisement d'un conflit armé hautement préoccupant pour la communauté internationale. Pour éviter d'être dans le viseur des Nations Unies, le Cameroun a misé sur l'entrée en scène des conseils régionaux et la chambre des chefs traditionnels dans le cadre du statut spécial octroyé aux régions anglophones. 100 jours plus tard, leur mise en place, le constat est inquiétant. Aucune action concrète n'a été menée sur le terrain en vue de ramener la paix. Certains représentants du commandement traditionnel dans le sud-ouest déplorent le manque criard de ressources financières et matérielles pour jouer leur rôle et assumer leur mission. Après 4 ans d'opérations militaires face aux irrédentistes et séparatistes, quel est le bilan ? Pourquoi la voie pacifique de résolution de la crise a-t-elle été abandonnée? Quel est l'impact de ce statut spécial sur la gouvernance locale dans les régions anglophones, alors que la pression américaine et l'attitude française peuvent-elles influencer le cours des choses au Cameroun? Alors que le Cameroun dépense chaque mois des centaines de millions de francs CFA pour les opérations militaires menées sur différents fronts, des ordonnateurs des fonds Covid sont éclaboussés dans une affaire de malversation financière, selon l'audit de la Chambre des comptes au Cameroun. Plusieurs membres du gouvernement ont reçu d'importantes enveloppes budgétaires pour renforcer l'opérationnalisation de la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus. Quelles sont les conséquences d'une enquête judiciaire tant attendue? Quelles sont les garanties de l'impartialité des enquêteurs dans un scandale financier où le député SDF Jean-Michel Nitcheux a dénoncé l'implication présumée de certains membres du gouvernement? Une autre préoccupation se pose avec acuité cette semaine. C'est un rebondissement dans la crise observée durant la tentative d'élection du maire à Banganté après 2 échecs et l'existence de multiples candidats au poste de maire. Le chef de la délégation départementale du RDPC dans le Ndé exhorte le préfet à organiser d'ici le 19 mai 2021 une nouvelle session de plein droit afin que l'élection du maire se tienne dans un climat désormais apaisé, dit-il, dans une correspondance adressée à l'autorité administrative. Claubert Tchatat, un membre titulaire du comité central du parti au pouvoir, affirme que sa hiérarchie a instruit que le calme et la discipline soient de rigueur afin que soient mis en œuvre les conclusions des consultations internes organisées le dimanche 2 mai 2021. Que signifie cette correspondance de militants du parti au pouvoir qui demandent au préfet de convoquer le conseil municipal de Banganté en marge de la loi? Serait-ce une preuve matérielle de la collusion et l'influence du parti au pouvoir sur l'administration publique? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Christian Massouma, cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Christian, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour particulier à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Je voudrais adresser ce dimanche mes salutations fraternelles et patriotiques à l'ensemble de nos cadres et de nos militants qui restent incarcérés dans les geôles du pays. Je veux penser au professeur Ofogué, je veux penser au coordonnateur Pascal Zamboué, je veux penser à Bibiou Nissak et à tous les autres militants incarcérés justement. Et nous espérons que finalement ce régime comprendra que ce n'est pas en nous traitant avec de la baïonnette qu'ils réussiront à nous faire taire. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, sur le plateau de droit de réponse, le professeur Jacqueline Koyok, communicante du RDPC, le parti au pouvoir. Madame Jacqueline Koyok, bonjour. Bonjour Cédric, et merci de me permettre de partager ce plateau avec les copanélistes de renom que je connais déjà. Et je pense que nous allons arriver à éclairer beaucoup de nos concitoyens.
Merci d'être avec nous ce dimanche sur le plateau de Droit de Réponse. Un avocat au barreau du Cameroun, conseiller juridique régional du SDF pour le littoral, maître Achille Ledjo. Bonjour. Bonjour mon cher Cédric, bonjour Copanel. Bonjour également à tous les fidèles de ce programme. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF qui nous regardent également. Je profite également de cette tribune pour adresser mes chaleureuses salutations comme ça là à Sa Majesté Chouakemajou Vincent, c'est le chef supérieur des Bazous. Sur le plateau de Droit de Réponse ce dimanche, il est encore avec nous, lui qui est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse, Edmond Cambien. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Bouffelé, bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je saisis cette opportunité pour demander aux Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, d'être encore plus unis, parce que aujourd'hui, c'est le début de la semaine qui va conduire à la fête de l'unité nationale. Il faudrait que les Camerounais soient main dans la main, malgré les guerres auxquelles nous sommes confrontés dans plusieurs régions du pays. Et il faut lire et relire le message de la symbolique forte que le Seigneur nous a apporté ces jours-ci, à travers la coïncidence entre la fête de l'Ascension et la fête de fin de Ramadan. Edmond Cambia, ce n'est pas vraiment l'unité au sein du conseil municipal de Banganté dans le département du Ndé, après 2 échecs durant l'organisation d'une session en visant à désigner, à élire le maire. Il y a cette correspondance de Claubert Katat qui se présente comme chef de la délégation départementale du RDPC dans le Ndé, correspondance adressée à l'autorité administrative dans laquelle il demande à l'autorité administrative de convoquer une session de plein droit pour l'organisation de l'élection du maire. Comment appréciez-vous une telle attitude? Alors, il faut dire que cette correspondance qui fait le tour, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, de l'ancien ministre Claubert Katat, qui est membre titulaire du comité central du RDPC, à l'endroit, n'est-ce pas, du préfet du département du Ndé, où il lui demande de bien vouloir, n'est-ce pas, convoquer pour le 19 mai prochain, la veille du 20 mai, n'est-ce pas, la session de plein droit qu'il avait ajournée précédemment, nous suggère une ou 2 analyses. En tout cas, nous nous rendons compte que le fait que ce soit un membre du RDPC, membre du comité central, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, qui fasse une telle correspondance à un ministre, à un préfet, à une autorité administrative en fonction, suggère vraiment beaucoup de réflexions, parmi laquelle celle-ci. Le Cameroun est-il un parti-État ou un État-parti? Il me semble que non. Parce que le Cameroun, l'État du Cameroun, l'État est au-dessus des partis. L'État au-dessus des formations partisanes, y compris le parti au pouvoir. Il est donc inopportun, curieux, inhabituel de voir, n'est-ce pas, un ancien ministre en fonction, membre du parti au pouvoir, adresser une telle missive, n'est-ce pas, à une autorité administrative. Je disais donc que c'était inopportun. Mais ensuite, il faut ajouter autre chose. Ce ministre-là même, qui est, n'est-ce pas, il le dit, il est membre de la délégation départementale des PCO, délégué permanent, dit-il, n'est-ce pas, du RDPC, mandataire du RDPC, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette élection-là, est en train de poser des actes qui font en sorte que la République n'est plus la République État de droit, n'est plus la République État démocratique. Parce qu'il ne revient pas à un membre du parti au pouvoir d'instruire, de demander à une autorité administrative de convoquer, n'est-ce pas, une session de plein droit. Tout au plus, le préfet a une hiérarchie qui est connue. C'est le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas? Tout au plus, on pourrait imaginer le ministre également, dans un autre contexte, c'est le ministre de la décentralisation. Mais dans le cas précis,
Il s'agit effectivement du MINAT. C'est le MINAT qui aurait pu adresser une correspondance de ce type, que ce serait compréhensible pour tous. Donc, cette dérive-là, je tenais à la souligner pour dire que ce que ce membre du comité central a fait ne correspond pas à ce que les Camerounais attendent de l'État du Cameroun. Et même ce que le gouvernement, et même ce que Paul Biya lui-même, qui a tendance, n'est-ce pas, à dire qu'il faut respecter la loi, il faut respecter l'autorité administrative, a tendance à dire. La deuxième chose qu'il faut dire à la suite de cette correspondance, c'est que cela confirme la collusion, cela confirme l'influence, n'est-ce pas, du parti État, je peux le dire cette fois-ci, sur les autorités administratives, dont certains s'en prévalent. Nous connaissons des préfets, nous connaissons des gouverneurs de la République qui ne se cachent pas, qui ne cachent pas l'étiquette politique, qui disent clairement qu'ils sont du RDPC. Je ne vais pas les citer. Mais cela montre cette collusion et permet de mieux comprendre la raison pour laquelle, jeudi dernier, on a assisté, n'est-ce pas, à ce que la loi ne permet pas. C'est-à-dire, le préfet du département du Ndé aurait dû passer aux élections lors de la toute dernière session où l'essentiel des conseillers municipaux étaient présents, où il y avait les candidatures et tout le décor était fait, était planté pour qu'il y ait élection. Il a renvoyé sine die. Nous avons aujourd'hui la confirmation que c'est parce qu'il a reçu l'influence du parti au pouvoir. C'est dommage, c'est antidémocratique, c'est illégal. Après vous, Edmond Kamdia, Maître Achille Lodjo, vous êtes conseiller municipal. Lorsque vous observez ce qui se passe à la commune de Banganté, avec le préfet qui, dans un premier temps, a renvoyé à une date ultérieure une session de plein droit visant à l'organisation de l'élection du maire, et que ce soit un mandataire du parti au pouvoir qui lui demande d'organiser cela au plus tard le 19 mai 2021. Comment appréciez-vous la situation qui prévaut dans cette ville de Banganté? Ben voilà mon cher Cédric, il faut dire de prime abord que je suis pas conseiller municipal, j'étais candidat au conseil municipal de Douala 2e, 2013-2020. J'ai pas pu accéder à ce mandat, mais je reste le conseil jeudi régional du SDF pour la région littorale. Ceci étant dit, ce qui se passe à Banganté, en réalité, est une confusion criante, inadmissible entre l'État et un parti, le parti au pouvoir. Ce qui se passe à Banganté est une sorte de trafic d'influence doublé de toutes sortes de corruption morale. Ce qui se passe à Banganté démontre encore que les responsables du RDPC ont désormais un pouvoir officiel, celui de donner des instructions à l'autorité administrative. Ce que nous disons non, nous, en tant qu'opposants, nous restons dans notre mission de veille pour dire que ces pareilles situations ne peuvent prospérer en l'État. Alors, de quoi il en est? Nous pensons qu'à Banganté, il s'agit tout simplement, mesdames et messieurs, de faire nette application de l'article 205 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui prescrit qu'en cas de démission ou de décès d'un maire, alors que l'on procède à son remplacement par l'élection d'un nouveau maire. Qui doit élire le nouveau maire? C'est le conseil municipal, c'est-à-dire les conseillers municipaux. À Banganté, c'est une commune de 41 conseillers avec le décès de M. Kouamou, nous sommes à 40 conseillers. Alors, le RDPC a en son temps deux principes. Le principe de ce qu'ils ont appelé les consultations en interne et la discipline du parti. Seulement, ça ne nous engage pas. Quand je dis nous, je parle nous les républicains, nous les citoyens. Ce que le RDPC fait en interne, ça les concerne. Que ce soit les consultations en interne, que ce soit ce qu'ils ont l'habitude d'avancer comme discipline du parti, ça les regarde. Tant que les candidatures ont été déclarées, et enregistrées, alors la loi voudrait effectivement que ces candidats déclarés aillent aux élections. Le préfet, suivant les articles 73 et je crois 73 du même code,
Le préfet est le représentant de l'État dans la commune. Et à ce titre, il préserve les intérêts nationaux, veille au respect de la loi. La loi voudrait donc que on ne s'occupe pas de ce qui est en interne au RDPC, qu'on s'occupe de ce que la loi prévoit et qu'on respecte cette chose-là. Alors, avec M. Éric Niat, il a le droit de se présenter comme maire et tout autre conseiller municipal. Donc, Madame Evelyne Nana, qui s'est présentée, qui s'est déclarée candidate le 6 mai, avec toutes les qualités pour l'être et toutes les conditions étaient réunies pour aller aux élections. Nonobstant le fait qu'ils ont eu des consultations, ils ont appelé ça les primaires en interne. Et ça s'est passé, chers téléspectateurs, ça s'est passé ici, dans le littoral, et plus particulièrement dans l'arrondissement de Douala 3e, où le SDF, ma formation politique, avait un candidat déclaré. Ce candidat, ayant été présenté à monsieur le préfet Duvoury, a été concurrencé par un autre candidat qui s'est spontanément déclaré. Et qu'est-ce que le préfet a fait à l'époque? Qu'est-ce qu'il a fait? Le préfet a fait une nette application de la loi. C'est-à-dire, le préfet a dit, ce qui est au SDF ne nous engage pas. Lui, il enregistre la candidature et passe aux élections pour les deux, puisqu'il s'agissait de l'élection d'un des adjoints au maire, où deux candidats du SDF se sont présentés. Alors qu'il y avait le candidat déclaré du parti, le mandataire du parti, je parle bien de l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui était là avec la lettre d'accréditation d'investiture, autant pour moi, de ce camarade-là. Et le préfet a dit, s'il y a un autre candidat, il passe aux élections. Et il est allé aux élections. Laissez-moi vous dire que le candidat du parti n'est pas passé. C'est le candidat qui est spontanément déclaré, qui a été plébiscité, et aujourd'hui, il est adjoint au maire. Alors, dans le cas d'Undé, on voit un préfet qui demande plutôt au RDPC d'aller vers l'apaisement et qui reçoit en retour une correspondance d'un mandataire du parti au pouvoir qui l'instruit d'organiser les élections. Comment appréciez-vous l'attitude de ces autorités administratives selon les cas? Je dis le préfet d'Undé est passé à côté de la chose. Le préfet d'Undé est passé à côté de l'occasion qui lui a été donnée de se présenter comme le patron de ce département, parce qu'aujourd'hui il est à la solde des prébendes, d'une prébende qui prend Baranté en otage. Le préfet n'est pas là pour assurer l'ordre ou alors le respect des textes du RDPC. Le préfet est là pour s'assurer du respect des textes et lois de la République. Le préfet n'est pas là pour que le RDPC puisse compter sur lui afin que la discipline du parti puisse être respectée. Nous disons non. Voilà pourquoi moi je tire à boulet rouge sur ce préfet en disant tout simplement que ça c'est encore une légèreté blâmable. Le préfet, les deux candidatures déclarées, le préfet devrait tout simplement aller aux élections. Le fallacieux prétexte de trouble ou de risque de trouble à l'ordre public, je dis bien il est fallacieux et ne passe pas en espèces. Pourquoi? Parce que le préfet a les pouvoirs légaux de requérir toutes les forces de maintien de l'ordre pour faire ce qu'il a à faire. Donc, le préfet n'est pas là pour assurer l'ordre ou alors le règlement intérieur du RDPC. Le préfet est là pour assurer les textes et règlements, les lois et règlements de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 73 qui le dit. Alors, l'ayant fait, je conclus tout simplement que ce préfet participe de ce que l'élite Baranté veut tuer ce département. Depuis quand l'élite, quand on parle même de l'élite, on essaie d'être généraliste. Depuis quand un responsable du RDPC doit donner des ordres, des instructions à un préfet? Je le répète, si moi j'étais dans le conseil municipal de Baranté, j'aurais donné une citation directe à ce préfet. Et tant que les préfets comprendront que sur le plan pénal, ils peuvent être poursuivis, alors ils doivent essayer de se maintenir pour on en parlera justement. Je veux dire pour que force reste à la loi, parce que ça
ça ne peut pas se passer ainsi. Il faut que ces préfets comprennent qu'ils ne sont pas là pour le RDPC. Il faut faire un distinguo entre l'État, qu'il est censé assurer l'unité, puisque le préfet, dans la commune, est là pour garantir le principe unitaire. Ça, c'est plus technique. On va en parler tout à l'heure, Maître Achille Lodjo. On a compris. On va en parler tout à l'heure. Permettez à d'autres de pouvoir réagir. Professeur Jacqueline Koyok, le préfet du ND qui reçoit une correspondance d'un mandataire de votre parti politique, lui instruisant d'organiser une nouvelle élection du maire avec même une date qui a été suggérée et en garantissant qu'il y a un climat désormais apaisé au sein du conseil municipal. Est-ce que c'est le rôle du mandataire du RDPC de s'adresser à un préfet pour l'organisation de l'élection de maire à Banganté? Bon, d'après ce que j'ai suivi tout à l'heure, je me dis qu'il nous faut d'abord restituer les faits et les placer dans un contexte. Nous sommes à Banganté, dans une commune RDPC, qui a 100% les militants, les conseillers municipaux sont 100% RDPC. En France ou ailleurs, on aurait simplement désigné un autre maire à la place de celui qui est décédé. On désigne parce que c'est à l'intérieur d'un même parti. Bon, mais maintenant, il arrive que le préfet qui représente l'État, vous-même, vous ne savez pas quel est le rôle de ce préfet. Il représente l'État. Il n'est pas là pour organiser l'élection. Et vous savez qu'un maire n'est pas choisi au hasard. Le RDPC a le droit de proposer à ses militants, parce que tous ces militants sont les militants du RDP, de proposer à ces militants un candidat qu'il estime apte à gérer. Tout le monde peut être conseiller municipal, mais tous les conseillers ne sont pas capables de manager, de gérer une mairie. Donc je pense qu'on peut quand même donner, puisque la loi du Cameroun dit que pour être maire, il faut être investi par un parti. Donc, le parti, écoutez bien. Je vous en prie, permettez qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut être investi par un parti. Vous ne pouvez pas me montrer un seul maire au Cameroun sorti de la société civile ou d'ailleurs. Mais la même loi dit qu'au sein d'un conseil municipal, tous ceux qui aspirent à être chef de l'exécutif peuvent aussi poser la candidature. C'est ce qui est arrivé dans le cas de la mairie de Banganté. Ils peuvent, parce que le maire décédé était investi. Donc, si on peut respecter le principe du parallélisme des formes, celui-ci qui doit le remplacer devrait aussi normalement être investi. Mais j'ajoute encore que c'est une mairie, une commune 100% RDPC. Je veux que les gens respectent le RDPC en tant que parti organisé. Mais est-ce que le RDPC respecte les lois en vigueur au Cameroun? Est-ce que c'est un mandataire du parti au pouvoir, je vous en prie, est-ce que c'est un mandataire du parti au pouvoir qui n'est pas membre du conseil municipal de s'adresser au préfet pour lui dire « Monsieur le préfet, vous devez organiser des élections au plus tard le 19 mai 2021 ». Vous avez bien dit ici qu'il est coordonnateur départemental. Donc, il est dans son rôle. Il est coordonnateur départemental de ce parti. Et si dans l'Ouvoury, lorsqu'il y a une élection de ce genre, c'est la coordination qui supervise. Le représentant de l'État, il est là pour s'assurer que les choses se déroulent bien. Et conformément même à l'article 73, qu'il ne veut pas bien expliciter, le préfet voit qu'il y a du désordre et qu'il y a des troubles à l'ordre public. Il est dans son rôle d'apprécier le niveau de trouble et de renvoyer une élection. Et maintenant, le coordonnateur départemental du RDPC est aussi dans son rôle, parce que nous savons, nous, au sein du RDPC, que les primaires ont toujours apporté beaucoup de désordre. Parce que n'importe qui veut devenir maire
Mais un parti doit avoir sa discipline et ses règles qui doivent être respectées. Si quelqu'un ne veut pas respecter les règles d'un parti, il est libre. Parce que vous savez qu'au Cameroun, chacun est libre de créer son parti. Nous en avons 330 déjà. Donc, si vous êtes dans le RDPC, vous suivez les règles du RDPC. Et je me dis que le coordonnateur départemental, M. Claubert Tchata, est dans son rôle. Et le préfet était aussi dans son rôle parce qu'il a vu des tensions de part et d'autre. Et vous avez précisé qu'il demande que le choix qui avait été fait, je crois, 21... Le 2 mai. Le 2 mai soit respecté parce que je ne sais pas pourquoi les gens doivent s'entre-déchirer alors qu'il y a déjà un candidat qui avait été désigné. Donc le mandataire du RDPC est en train d'instruire au préfet qu'il faudrait que ce soit Éric Niat qui soit désigné. S'il y a un autre candidat, il va encore reporter l'élection selon vous. Si un autre candidat se présente au sein du conseil municipal, s'il venait à être organisé, il va encore reporter pour attendre l'apaisement sans le parti au pouvoir. Le mot instruire est très fort. J'ai dit que c'est en tant que responsable du parti dans ce département, il a suggéré, puisqu'il a été présent, ce préfet aurait dû entériner cette élection. Le premier jour, il ne l'a pas fait, vous-même vous l'avez dit ici. Même s'il l'avait fait avec 16 conseillers qui se sont présentés, parce que lorsqu'il y a le quorum n'a pas été atteint, à la prochaine session, même si le quorum n'est pas atteint, il devait le faire. Vous-même vous avez dit, il ne l'a pas fait. Donc je crois que le représentant du RDPC est dans son rôle de lui dire, revenez à ce que vous n'avez pas pu faire et laissez passer le candidat qui avait été désigné par ses camarades. Donc à ce moment, le préfet n'est plus un arbitre neutre. Il devra manœuvrer pour que le candidat investi par le parti au pouvoir soit élu. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Monsieur Cédric, que je sache, le préfet n'a pas voté. Il nous a été rapporté que 21 conseillers avaient voté dans les privés, lors des primaires, avaient voté pour monsieur Niat et que les autres ne l'avaient pas voté. Et nous, au sein du RDPC, quand quelqu'un est élu, a été choisi par ses camarades lors des primaires, c'est lui qui doit passer. Après vous, professeur Jacqueline Koyok, Christian Massouma, lorsque vous suivez les arguments que brandit la représentante du parti au pouvoir sur ce plateau pour justifier cette attitude du mandataire du parti au pouvoir dans le département du Ndé, lui qui suggère, dit-elle, au préfet d'organiser dans les brefs délais une nouvelle session de plein droit et de veiller à ce que leur candidat soit celui qui soit bel et bien élu à la tête de la mairie de Banganté. Comment vous réagissez? Mais je trouve tout simplement que c'est une cacophonie et une confusion de rôles. Et je pense que les amalgames auxquels s'est livrée Madame Koyok traduisent à souhait l'état d'esprit qui caractérise ce gouvernement ou alors les représentants du RDPC. Déjà, comme elle a cité cet exemple, je vais lui citer un contre-exemple dans son propre parti. Dans les élections municipales qui sont déroulées en 2020, ici à Douala et notamment à Douala 4e, le RDPC s'est réuni et à l'interne, ils ont choisi un candidat. Pendant la session de plein droit, un autre candidat s'est déclaré et c'est ce candidat qui est passé. J'ai cité la commune de Douala 4e. Donc elle qui est au RDPC, elle doit savoir très bien que ce n'est pas un précédent dans le RDPC que le candidat qui est investi ou qui est choisi à l'interne ne soit pas celui qui est choisi pendant la session de plein droit. Non, il faut que nous arrêtions. Le préfet n'a pas pour rôle d'interférer dans les activités du parti. Mais dans notre pays, depuis des années, il y a eu cette collision permanente entre le RDPC et les autorités administratives qui confondent leur rôle d'arbitre, leur rôle de représentant de l'État, leur rôle de représentant de la loi avec le rôle de support et de soutien du RDPC. Et l'exemple de Banganté en est une illustration frappante. Le préfet aurait dû se borner à appliquer la loi et à mener cette session de plein droit jusqu'au bout pour que le maire qui est désigné soit désigné, indépendamment des soubresauts internes au RDPC qui ne concernent à rien l'application de la loi. Mais le pays dans lequel nous vivons, et depuis quelques décennies, malheureusement avec la gouvernance de M. Biya, nous a habitués à ce qu'on soit dans une confusion totale entre l'administration et le parti État RDPC, parce que
personne n'arrive à appliquer véritablement la loi sur le terrain. Et le RDPC, comme ils se disent généralement parti au pouvoir, elle a dit tout à l'heure, c'est une commune à 100% RDPC. Ils confondent leur rôle de parti politique avec le rôle des autorités administratives. Il ne vous revient pas d'adresser une telle correspondance au préfet. Il ne vous revient pas de donner les modalités, d'avancer des dates pour l'organisation d'une élection interne. Il revient juste au préfet d'appliquer la loi. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est son rôle. Donc, malheureusement, Cédric, je suis en train de le déplorer comme tous les autres Camerounais. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et si ça continue comme ça, si c'est le signal qui continue à envoyer aux Camerounais, ça traduit tout simplement que nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans une république bananière où les gens qui, pendant 40 ans, ont plongé le peuple dans la désolation et le désarroi le plus absolu, continuent à se comporter comme si la République n'était pas compatible avec l'application de la loi. Alors, quand vous suivez le mandataire du RDPC dans le ND insister sur le fait que les conclusions de l'élection interne faite le 2 mai 2021, lesquelles conclusions ont conduit à la désignation d'Éric Niat comme candidat RDPC à la mairie, à la tête de la mairie de Banganté, doivent être mises en œuvre durant cette nouvelle session qui est attendue. Comment appréciez-vous cette suggestion qui est faite au préfet du ND? Cette suggestion n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas au mandataire du RDPC ou au coordonnateur du RDPC dans l'OND de dire au préfet quelle est l'orientation qui doit être faite. Le préfet lui-même ne peut pas donner cette orientation pendant la session de plein droit. C'est les conseillers municipaux qui choisissent librement l'exécutif municipal. Donc, on ne peut pas imaginer que le RDPC se substitue à la loi au point de donner des orientations devant guider l'élection du maire à Banganté. Ça n'a aucun sens. Le préfet doit être là pour garantir que les choses se sont passées selon l'orthodoxie et en respectant véritablement la loi. Mais en le faisant, c'est juste parce que ils se rendent compte que il y a péril en la demeure et que peut-être le candidat qui est soutenu par le comité central peut éventuellement ne pas passer pendant cette session de plein droit, qui veulent absolument influencer le préfet et l'induire dans une interprétation de la loi qui n'est pas compatible avec ce qu'il devrait faire véritablement. Donc, pour le cas de Banganté, vraiment, Maître l'a dit, tous les autres panélistes en droit, Madame Koyok l'ont dit, il s'agit tout simplement que le préfet d'Undé applique la loi. Il s'agit de comprendre que les problèmes internes liés aux investitures. D'ailleurs, je vais vous prendre un autre exemple, parce que tout à l'heure, quand vous parliez, je me suis demandé si vous êtes véritablement au fait de tout ce qui se passe dans votre parti pour l'élection à la mairie de ville. Je pense que le secrétaire général du comité central avait investi un certain nombre de candidats. Vous savez très bien que les candidats qui ont été désignés par après n'ont pas été toujours ceux qui étaient investis par le secrétaire général. Donc, c'est même des choses qui se passent dans votre parti de manière régulière. Parce que nous ne sommes pas dans des logiques de mandat impératif. Vos investitures restent vos investitures. Et tout à l'heure, quand vous disiez que le maire doit être investi, non, les candidats à l'élection municipale doivent être investis. Mais ce n'est pas les maires qui sont investis. Pour être candidat, vous devez être investi. Mais pour être maire, vous ne devez pas être investi parce que les conseillers municipaux ne sont pas tenus de respecter les investitures du parti. Si vos militants ne respectent pas votre discipline interne, c'est votre problème. Mais les conseillers doivent librement choisir celui qui va prédestiner ou qui va diriger le conseil municipal. Et le préfet d'Undé il doit revenir à de meilleurs sentiments. Il doit se dire que les Camerounais ne peuvent pas continuer à accepter que le RDPC puisse s'y mixer dans les affaires qui sont les affaires purement administratives et qui relèvent de l'application de la loi. Après vous, Christian, professeur Koyok, êtes-vous inquiète de ce que votre candidat investi par la hiérarchie du RDPC ne puisse pas remporter cette élection si elle venait à être ouverte à d'autres candidats qui soient aussi du parti au pouvoir? Monsieur Cédric, vous êtes en train de défoncer une porte qui est ouverte. Il y a eu les consultations internes. Je crois que c'est monsieur Niat qui a été désigné. Et maintenant, il y a eu une session de plein droit. Et je dis ce jour, monsieur le préfet devait faire que les élections se tiennent. Bon, maintenant, les élections ne sont pas tenues, on lui rappelle simplement. Il n'y a pas eu fraude pour que M. Niat ait ses 21 votants.
Mais ça a été une élection libre. Donc il n'est pas là de dire que le RDPC encourage la fraude, mais le RDPC encourage le préfet à éviter du désordre dans son parti. Parce que vous êtes là pour que les désordres qui pullulent dans vos formations politiques deviennent les désordres du RDPC. Le RDPC est un pays, un parti organisé. Un pays? Oui, un pays. Je vous en prie, professeur Koyo, vous avez la parole. Voilà, le RDPC est un parti organisé et quand le RDPC a désigné un militant parmi les autres par le principe de la discipline du parti et surtout que si c'est un camarade qui remplit les conditions pour être maire, il était déjà adjoint au maire, laisser le RDPC résoudre ses problèmes. Mais il y a eu des cas durant la dernière élection législative municipale où on a vu que le conseil municipal a choisi un candidat autre que celui investi par la hiérarchie du parti au pouvoir. Des cas pareils se sont multipliés depuis les élections municipales en 2013 et encore cette année en février dernier, février 2020. Est-ce que cela démontre que les choix de la hiérarchie du parti sont de plus en plus contestés par la base militante du parti au pouvoir? Bon, chaque cas a son contexte. Moi, je ne sais pas de quel cas vous parlez. Je sais que pour l'élection du maire de la ville, je crois qu'il se trompe également. Je crois que c'est lui qui avait été désigné par le comité central, et bien le maire de la ville actuelle. Et ses adjoints? Écoutez, nous ne parlons pas des adjoints, vous avez dit le maire. Mais je crois que c'est celui qui est toujours maire. Je pense que quand un parti a désigné un militant pour être là, comment un militant de ce parti va s'opposer à sa hiérarchie? Moi, je pense que c'est du désordre. Tous ceux qui le font, vous allez voir, seront sanctionnés. Alors justement, Achille Ledio, le RDPC, pour vous, est-il en train de se servir du bras de l'administration pour imposer une discipline en interne? J'aurais la faiblesse de répondre par la négative, c'est-à-dire je vais dire oui, le RDPC pense que le préfet est le garant du respect du règlement intérieur de ce parti, ce qui ne peut en l'espèce prospérer. Alors, mon cher Cédric, lors de ma première prise de parole, j'ai tenté de démontrer que le préfet n'était pas garant du respect des textes du RDPC et par conséquent, toute candidature déclarée devait être enregistrée et le vote ouvert. Mais maintenant, je voudrais démontrer aussi que le problème qui se passe à Banté, hormis de cet aspect, a un autre volet sous-jacent, c'est-à-dire la violation de l'équilibre sociologique dans l'arrondissement de Banté. L'arrondissement de Banté a 7 groupements. Le groupement de Banté, le groupement de Baok, de Bangoulap, de Bangwa, de Bamena, de un autre groupement dont je vais m'en souvenir tout à l'heure. Alors, Monsieur Kouamo, nous parlons de l'exécutif. Monsieur Jonas Kouamo, sortait de Bamena. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que quand vous analysez l'exécutif actuel dans la commune de Banté, le groupement de Banté à lui seul, actuellement que vous et moi parlons, a 2 représentants. Avec monsieur Eric Niat, ça fait 3 sur 5 de l'exécutif. Voilà un autre problème. Parce que moi, je suis de Bazou, donc je suis ce qui est à Banté de près. Je sais ce que je dis. Alors, le représentant du RDPC a parlé de parallélisme et des formes. Je suis d'accord avec elle, mais seulement que le parallélisme des formes voudrait que ce mandat retourne à Bamena. C'est-à-dire que c'est un ressortissant de Bamena qui devait être maire. Pas un maire du groupement de Banté. Le dernier groupement, c'est Banga Foka. Le dernier groupement. Mais pourquoi il y a une insistance donc à ce que cette candidature investie par le parti au pouvoir soit celle qui puisse passer
malgré les ambitions des autres conseillers municipaux à Baranté? Non, je demande ceci là. La hiérarchie du RDPC voudrait que c'est la candidature de M. Niat qui passe, c'est-à-dire un natif du groupement Baranté. Et les conseillers municipaux qui sont du coin, qui savent ce qui se passe, sont contre cette désignation, ce choix de la hiérarchie. Parce qu'ils voudraient préserver l'équilibre sociologique entre les 7 autres groupements. Ils ne voudraient pas que les 6 autres groupements se sentent un peu lésés. Il faut qu'on se comprenne. Le maire Kwamo Jonas, paix à son âme, sort de Bamena. C'est un natif de Bamena. Ça dit que l'exécutif, le patron de l'exécutif, a été sort de Bamena. Le parallélisme des fonds voudrait que ça aille encore à Bamena et que les autres 6 groupements se retrouvent dans l'exécutif. Je le dis pourquoi? Parce que c'est un département que je connais le mécanisme de fonctionnement. Si vous prenez sur le plan administratif Londé, c'est l'arrondissement de Tonga, c'est l'arrondissement de Baranté, c'est l'arrondissement du Bazou, le district de Bassamba. Le tout, 13 villages. Quand vous prenez la répartition des sièges au département, au législatif, c'est 2, le D à 2. C'est-à-dire que le D doit se partager, tous les 13 villages doivent se partager 2 sièges. Et ils utilisent la méthode de la rotation. Cette mandature, c'est un natif de Bazou et une autre coquille vide qu'on a mis là-bas qui sort de Bazou et l'autre maintenant qui sort de Tonga. Écoutez, je vais vous dire, qui sort de Tonga. La mandature passée à Bazou avec plutôt un suppléant. Il faut qu'on se comprenne. Ça, c'est pour respecter l'équilibre sociologique du NDE. Ça, c'est au niveau législatif. Au niveau de la commune de Baranté, c'est 7 groupements. On ne peut pas avoir, c'est-à-dire dans l'exécutif, 3 représentants d'un seul groupement dans l'exécutif. Voilà pourquoi, de manière sous-jacente, on mis le fait que tous les reproches qu'on ferait à M. Niat, il y a ce problème de l'injustice, du déséquilibre sociologique qui rejaillit. D'autres, je vous dis, ce problème serait rapidement tranché si on avait pris un ressortissant Bamena pour dire ok, mais cette fois-ci c'était votre mandat, on reprend un enfant de Bamena pour en faire le maire, cette affaire serait réglée. Mais Achille Ledio, que pensez-vous de l'argument que brandit les partisans d'Éric Niat en faisant savoir qu'il a gagné l'élection en interne et qu'il mériterait d'être simplement adoubé par ses camarades conseillers municipaux lors d'une session de plein droit, puisque selon les informations partagées par le parti au pouvoir, dimanche le 2 mai 2021, c'est lui qui a remporté les élections en interne face à son principal adversaire. Je ne suis pas contre une candidature de M. Éric Niat. Je démontre tout simplement que ce qui se passe en interne au RDPC ne nous concerne en rien. Monsieur Niat a gagné les primaires, dis donc. C'est les mêmes conseillers qui doivent venir, si vous voulez, le plébisciter au plein droit. Pourquoi ça ne se passe pas ainsi? C'est justement parce qu'il y a une forte dose, je dis alors une très forte dose de corruption morale, que vous et moi ne pouvons pas démontrer, mais que nous connaissons que c'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur Éric Niat n'est pas à sa place suivant certaines indiscrétions. Donc, que monsieur Éric Niat soit lors des primaires vainqueur et que au niveau du plein droit ne puisse ce ne reste réuni le Coran. C'est parlant, c'est disant. C'est-à-dire qu'à la veille, vous avez gagné les primaires. Et le lendemain, vous venez à la session de plein droit, vous ne pouvez pas réunir le Coran. Mais c'est bien dit. Vous allez travailler avec quel adjoint au maire? Vous allez travailler avec quel chef des commissions, des commissions? Vous allez travailler avec quel responsable des services de cette mairie-là? Non, nous pensons tout simplement que le RDPC ne doit pas tenir en otage la commune de Baranté. Et le représentant du MRC a bien fait de le préciser. Je ne pouvais laisser de le passer. Investiture sur investiture ne vaut. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'investiture lors des élections, tout simplement pour être conseiller municipal. Et une fois votre parti élu, ou alors une fois que les élections sont, vous n'avez plus besoin
d'une autre investiture de votre parti pour vous présenter au poste de maire ou adjoint au maire. Mais la pratique, nous sommes les politiques, la pratique dans les partis politiques voudrait que ce soit les partis que ce soit nos chapelles politiques qui vous désignent à être à tel ou à tel autre poste. Mais ça, c'est toujours sous fond de grosse, je vais dire sous fond de corruption morale. Moi, je sais de quoi j'en parle. Donc, moi, je pense que il faut laisser les conseillers municipaux de Baranté choisir leur maire, et le parallélisme des formes voudrait que cette mandature reste et demeure à Bamena. Alors, votre position a été bien comprise. Edmond Kanga, quel regard portez-vous sur cette situation critique à Banganté avec un malaise qui se dessine au sein du conseil municipal? Achille Le Dio l'a relevé. Comment expliquer que le candidat investi par le RDPC ayant remporté les primaires ne puisse pas réunir le quorum au lendemain de cette investiture du parti? Est-ce que cela traduit, selon vous, un malaise? Quelles sont les appréhensions que vous avez vis-à-vis de ce qui se dessine à Banganté? D'après les informations que nous avons, cela démontre à suffisance qu'il y a un véritable malaise à Banganté, notamment à la commune d'arrondissement de Banganté. Il y a un véritable malaise qui permet de mieux comprendre et de lire par leurs actes ou leurs attitudes le comportement des conseillers municipaux du RDPC qui affichent ce que j'appellerais une véritable résistance, une résistance active. Pour mieux comprendre cette résistance active, il faut rentrer dans cette commune-là pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Nous avons des reporters là-bas qui nous envoient des informations, qui font état de ce que Maître Le Dio a dit tout à l'heure, la frustration des autres communautés appartenant à la commune d'arrondissement. C'est-à-dire que les autres groupements, comme il y a 7 chefferies là-bas, les autres groupements sont mal à l'aise que ce soit toujours un seul qui s'approprie l'essentiel, n'est-ce pas, de la gestion du bureau exécutif communal. Et qui plus est, une famille qui a déjà par son pater, par son père, le poste important de deuxième personnalité de la République. Et ce n'est pas rien. Certes, Éric Niang a pu, dans le passé, obtenir, n'est-ce pas, la fonction d'un des adjoints au maire, qui lui donne quand même une certaine expérience. Mais le fait que les autres ressortissants, n'est-ce pas, de cette commune d'arrondissement de Baranté ne soient pas d'accord pour que ce soit toujours presque les mêmes, ou alors qu'on ne tienne pas compte de l'équilibre sociologique qui a été évoqué tout à l'heure, ça dérange. Mais je voudrais davantage insister sur un point. Madame Koyok, tout à l'heure, quand elle a terminé son propos, elle disait que ces conseillers municipaux qui affichent la résistance seront sanctionnés. Je voudrais rassurer, pour ceux qui ne le savaient pas, que la loi est très claire. Tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que si les conseillers municipaux qui affichent la résistance persistent jusqu'au bout, même s'ils sont sanctionnés au sein du parti, leur mandat court jusqu'à la fin. Ils vont terminer leur mandat. Ça ne fait rien. Ils vont terminer leur mandat de conseiller municipal. Pour ceux qui vont persister à être candidats à la mairie, et s'ils gagnent, vont occuper le fauteuil de maire ou de maire adjoint. C'est-à-dire en dépit du fait que la discipline de vote, en dépit du fait qu'ils auront passé outre la discipline de vote. Et je tiens à dire ici que la loi n'oblige pas le conseiller municipal élu. La loi n'oblige pas le conseiller municipal élu à respecter la discipline de vote. Aucune loi qui existe. La loi... Permettez, Madame Koyo, quand vous parlez, je ne vous empêche pas de développer. Dès lors que le candidat investi par le parti a été élu, tout mandat impératif est nul. Il est libre d'être candidat à un poste au niveau de l'exécutif communal, même en violation de la discipline de vote. S'il y a élection et qu'il gagne, il sera maire ou maire adjoint et il va terminer son mandat, même s'il est sanctionné au niveau interne du parti. Ça, c'est important. C'est pour dire, dans les premières leçons à retenir dans cette affaire, dans ce malaise de Baranté, que le premier fautif, c'est le préfet du département du Ndé. Il n'aurait jamais dû ajourner sine die
le dernier conseil de plein droit, la session de plein droit, il aurait dû passer immédiatement au vote en application de la loi, qu'il aurait joué son rôle, tout son rôle et rien que son rôle. Maintenant que le malaise s'est renforcé, il lui revient, lui le préfet, de ne pas attendre trop longtemps pour organiser une autre session de plein droit. Parce que rien n'explique le fait qu'il ait ajourné sine die ce conseil de plein droit. Le plus tôt possible, il doit organiser, il doit convoquer, pas en suivant les instructions ou les suggestions ou les propositions d'un membre titulaire du comité central qui n'est pas son chef hiérarchique. Ça, je le dis, monsieur le préfet d'Undé. Le RDPC, aucun membre du RDPC, fût-il membre du comité central du RDPC, n'est votre chef hiérarchique. Votre chef hiérarchique, c'est le ministre de l'administration territoriale. Et vous le savez très bien, monsieur le préfet d'Undé. Jouez votre rôle. Ne vous laissez plus influencer par le parti au pouvoir. Parce que toute la nation vous regarde. On a cité des exemples où certains de vos collègues dans d'autres départements ont joué de leur rôle, tout leur rôle, et nous les respectons parce qu'ils ont respecté la légalité. Et votre rôle, monsieur le préfet d'Undé, c'est de faire appliquer la loi. Rien que la loi. Je voudrais également dire, avant de chuter, chez nous, après avoir évoqué ce principe cher du fait que tout mandat impératif est nul, parce que ça a toute une histoire dans ce pays. Tout mandat impératif est nul. Ça fait que quand tu as déjà été élu, que ce soit au conseil municipal, que ce soit député, que ce soit sénateur, l'influence du parti ne vous empêche pas de jouer votre rôle d'élu, de citoyen, de républicain. Parce que dans beaucoup de situations, on a réalisé. Et j'ai peur que ce soit ça, la véritable raison, pour l'élection du maire de la commune d'arrondissement de Baganté. C'est que on s'est rendu compte, dans la plupart des cas, que la résistance était justifiée, légitime, et concourait au bien-être des populations. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que les conseillers municipaux, n'est-ce pas, la commune d'arrondissement de Baganté, qui vont aller à une autre session de plein droit, se laissent influencer de quelques mesures, que ce soit par leur formation politique, qu'ils soient libres de voter pour la personne qu'ils estiment la meilleure, pour le mieux défendre les intérêts de la population. Cela peut être le candidat investi par votre parti, mais cela peut être aussi un autre candidat que vous avez estimé le meilleur. Au-delà des exécutifs municipaux, il y a les exécutifs régionaux, Christian Massoma, qui ont été mis en place, notamment dans les régions anglophones, avec une chambre des représentants du commandement traditionnel et un conseil régional pour prendre en compte les spécificités de cette partie du Cameroun. Mais il y a quelques semaines, le chef de la chambre des représentants du commandement traditionnel dans le sud-ouest s'est plaint de ce qu'il n'y a aucune ressource financière, encore moins matérielle, pour mener des actions sur le terrain. Pourtant, cela fait déjà plus de 3 mois qu'ils ont été mis en place, qu'ils ont été élus pour certains, et les différentes structures mises en place. Comment expliquer cette situation dans les régions anglophones principalement? Monsieur Noufeli, au-delà des régions anglophones, je pense que c'est une situation qui est générale ou qui concerne le pays tout entier. Je vais vous dire une chose. La décentralisation est l'émanation d'une volonté politique réelle. La décentralisation ne se décrète pas est nihilo parce qu'on dit qu'il faut décentraliser. Et le gouvernement de M. Biya n'a jamais eu une réelle volonté de procéder à une décentralisation effective. On a organisé les élections régionales, on a désigné les exécutifs régionaux, comme vous êtes en train de dire, la House of Chiefs chez nos compatriotes du Sud-Ouest. Et on a même dit que ces élections étaient le prétexte pour pouvoir avancer dans la résolution du conflit en zone anglophone. Force est de constater 3 mois après que personne ne peut nous dire quelle action et de quels moyens disposent véritablement ces institutions pour pouvoir faire avancer la politique gouvernementale en matière de décentralisation. Donc, c'est encore une esbrouffe, une entourloupe de plus
de la part du système du RDPC en place, qui veut continuer à endormir les Camerounais et n'a aucune volonté à restituer le pouvoir aux populations locales, à restituer une autonomie réelle aux régions de manière en sorte qu'elles puissent impulser leurs projets de développement et prendre en compte les aspirations de leur population. Donc, moi, je ne suis pas surpris parce que je savais très bien que, compte tenu même de l'impasse financière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans ce pays, qu'il sera très difficile de financer les exécutifs régionaux. Parce que on ne peut pas être sinistré économiquement dans deux zones et qu'on reparte peut-être au principe de solidarité qui veut que les régions qui sont encore actives sur le plan économique dans notre pays, elles sont très peu nombreuses, puissent soutenir celles qui sont en difficulté et espérer que du jour au lendemain, on retrouvera des ressources pour pouvoir faire vivre ces exécutifs municipaux, régionaux. Donc moi, je n'y croyais pas et je continue à ne pas y croire. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de négocier des dotations particulières auprès de ses partenaires financiers internationaux pour pouvoir effectivement essayer de sortir de l'ornière. Mais ce pays est en train d'aller tout droit dans le mur. Avec les conflits qui se diversifient, avec l'absence de volonté politique affichée pour pouvoir apporter une résolution à ce conflit, et avec la crise financière qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir apporter une solution concrète aux préoccupations liées au fonctionnement des exécutifs régionaux. Donc, l'élection, malheureusement, a eu lieu. Le RDPC a tout fait de chanter victoire comme d'habitude, avec cette majorité obèse à laquelle ils sont déjà habitués en pensant que c'est leur pays et que ce n'est juste qu'une formalité de pouvoir organiser des élections. Mais on se rend compte sur le terrain que, comme c'est le cas et depuis 1 an et demi pour le statut spécial, les exécutifs régionaux, on attend. Et les Camerounais sont impatients de voir quel sera le résultat et l'impact de cette régionalisation ou de cette décentralisation dans leur quotidien et dans l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Donc il faut que nous arrêtions, il faut que le RDPC arrête avec ce cynisme-là. Parce qu'on ne peut pas penser que les Camerounais en 2021 sont des espèces de moutons de panurge qui sont dénués de toute réflexion stratégique et de toute projection en matière de lecture des enjeux. Donc nous sommes dans une situation qui va aller en s'empirant, si rien n'est fait. Et comme le gouvernement nous a habitués déjà à ne rien faire et à continuer à nous laisser à une espèce de désolation parce que c'est ce à quoi nous sommes habitués, je suis persuadé que la sortie des chefs du Sud-Ouest, en tout cas ceux qui sont dans les exécutifs, est légitime et que ils vont aller de surprise en surprise parce que je ne vois pas cette situation trouver une sortie heureuse dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Après, vous, professeur Jacqueline Coyoc, le RDPC et le gouvernement ont présenté la mise en place des conseils régionaux et du statut spécial comme une solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Près de 6 mois après leur mise en place, les attentats continuent à être enregistrés dans cette partie du Cameroun et les autorités qui sont dans les exécutifs régionaux se plaignent de ce qu'ils n'ont pas les moyens pour mener des actions concrètes sur le terrain. Comment expliquer une telle situation, selon vous? Bon, merci d'abord de me donner la parole par rapport au conseil et aux exécutifs régionaux. Vous savez, c'est la première fois qu'on met en place ces exécutifs. Personnellement, je suis même conseiller régional. Mais qui va doucement, va sûrement. Vous savez que tous ceux qui ont été élus ne sont pas nécessairement préparés pour leur mission. Donc, pendant que vous croyez que rien ne se fait, il y a des formations, il y a les ateliers, il y a des séminaires, il y a les recherches d'appui au niveau de la coopération décentralisée. Donc, on ne va pas se mettre au carrefour pour dire aux gens, voilà ce qui est en train d'être fait. Et moi, je me dis, vous laissez les exécutifs se préparer. Moi-même, en tant que conseiller régional, nous sommes anxieux de voir les choses décoller. Et vous-même, vous avez dit que les ressources ne sont pas encore disponibles. Il faut que tout se mette en place. Donc, et d'ici peu, les choses vont démarrer et de la plus bonne manière. Professeur Jacqueline Coyoc, vous êtes conseillère régionale. Ça fait 6 mois que vous avez été
élu, quelles sont les actions que vous avez menées dans la région du littoral, par exemple, pour que les téléspectateurs soient édifiés de ce que ça marche concrètement? Je suis en train de vous dire qu'actuellement, on est en train de procéder au renforcement des capacités. Je crois que 6 mois, c'est pas énorme pour cette opération qui est, à mon avis, loisible pour le bon fonctionnement des conseils régionaux. Et en dehors de ça, il y a les infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Il y a également les recherches de financement au niveau de la coopération décentralisée. Vous venez de le dire tantôt, vous savez que nous avons des problèmes de ressources dans notre pays. Donc, il ne faut pas que le conseil régional vienne encore gréver les petites ressources qui y sont. Donc, les présidents des conseils sont Mais en train... pourquoi on les a mis en place alors s'il n'y avait pas de ressources? Écoutez. Je suis en train de dire, les conseils sont là, vous ne pouvez, puisque je suis là à côté de vous en chair en os, je suis conseiller régional. Quelles sont les actions? Je vous en prie, elle a la parole, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Quelles sont les actions qui sont en train d'être menées? Je vous dis que nous sommes en train de préparer le plan d'action, préparer les budgets et tout le reste. On ne peut pas faire comme au quartier. On élit les conseillers régionaux. Une semaine après, vous commencez à bricoler du n'importe quoi. Laissez les conseillers régionaux. Mais en principe, ces différents conseillers régionaux ont été élus sur la base d'un programme. Et la loi prévoit les missions et les compétences des différents exécutifs régionaux. Comment comprendre que vous soyez encore en formation et renforcement des capacités plus de 6 mois après la mise en place? Et les populations, qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas comment vous comprenez l'élaboration des plans de développement local. Parce que ce n'est pas un décret, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de la décentralisation, ce n'est pas le président du conseil régional. Il faut mener des études sur le terrain, il faut comprendre l'environnement dans lequel on travaille, il faut renforcer les capacités parce que ce développement local va réussir s'il y a des bonnes approches participatives. Il faut arriver à impliquer tout le monde dans le processus de développement. Donc ce n'est pas une affaire d'aller s'asseoir et applaudir, non. Mais il faut préparer les populations à participer à leur propre développement. On ne décrète pas le développement des populations, on fait avec les populations. Je vous ai dit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et d'ici quelques temps, vous allez voir sortir de l'ornière ce que vous recherchez et tout le monde saura que le conseil régional dans chaque région est opérationnel. Maître Achille Ledjo, est-ce que cette démarche vous convainc? Des formations, des séminaires de renforcement des capacités études, des différents conseillers régionaux, au moment où dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y a un conflit armé qui fait rage depuis 4 ans? Mon cher Cédric, il faut dire que véritablement le RDPC a mis ce pays à genoux, sincèrement. Après avoir élu les conseillers régionaux, on vous dit aujourd'hui qu'ils sont encore entrés à l'école pour étudier ce dont ils étaient censés faire. Vous avez lu la déclaration de foi de Madame Jacqueline Colotte quand elle se présentait? C'était formidable, sa déclaration de foi. Je sais de quoi je parle. C'était formidable. Ça fait rire, mais malheureusement, c'est-à-dire pour moi, c'est lamentable. Ce pays est à genoux à cause d'un parti qu'on appelle le RDPC, qui ne parvient pas véritablement à comprendre qu'il doit être au service de la population. Nous gérer avec condescendance, mépris, affamer le peuple. Voilà l'agenda du RDPC. C'est terrible. Qu'au jour d'aujourd'hui, un conseiller régional vous dise que non, laissez-nous le temps. Nous sommes rentrés à l'école pour étudier même ce qu'on appelle décentralisation là. Ouais, nous sommes rentrés à l'école pour qu'on nous dise vraiment ce que nous devons faire. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Nous sommes sérieux. Il faut tout simplement dire, et je l'avais martelé en son temps, les conseils régionaux, ce statut spécial, ce sont des institutions gadgets. Je l'avais dit, ce sont mes mots. Ce sont des institutions gadgets. Ça, c'était des solutions cosmétiques que le RDPC pensait proposer pour résoudre la crise anglophone. Il faut dire que
Le véritable problème demeure, c'est celui de l'autonomisation des régions anglophones. Après la mise sur pied des assemblées régionales au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, après la consécration du rôle de développement des chefferies traditionnelles, après la consécration du principe suivant lequel ces deux régions sont aujourd'hui capables de développer les politiques, des politiques nationales publiques dans le sous-système éducatif et dans le sous-système judiciaire avec conformément au principe de la common law, il faut dire que le principe, je vais dire le problème demeure. Ce sont des avancées, mais qui sont restées uniquement sur du papier. Sur le terrain, pour que les assemblées régionales puissent se tenir, il faut au moins une accalmie. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le préalable. Pour que ces assemblées, même s'il faut accorder la bonne foi au RDPC en ce qui concerne le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, il faudrait que l'accalmie revienne. Tant qu'il n'y a pas d'accalmie, on sera toujours dans ce cas de figure. Ces dernières semaines, nous assistons malheureusement et impuissamment à un pic de violence, doublé d'un nouveau mode opératoire dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons cru à un moment donné, et nous avons même applaudi que l'accalmie revenait. Nous avons cru que nos forces de maintien de l'ordre avaient déjà la situation en main, que non. Mais nous pensons tout simplement que le régime jacobin de Yaoundé doit comprendre que l'hypercentralisation de la gestion des affaires de ce pays n'est pas profitable aux contribuables, aux citoyens, n'est pas propice pour une solution à la crise anglophone. Il faut revenir aux véritables fondamentaux. Il faut qu'on se comprenne. Le régime de Yaoundé connaît effectivement qu'en ce qui concerne la décentralisation, puisque c'est le chapitre que nous abordons, on ne la décrète pas. Il faut la penser. Il faut l'implémenter suivant les spécificités des régions. On ne peut pas se lever un matin au sortir du grand dialogue, commencer à dire que nous allons faire ceci alors qu'on n'a pas les ressources disponibles pour le faire. C'est lamentable. Quand vous dites, je suis sûr qu'il y a des régions, je n'ai pas des informations très nettes là-dessus, je suis sûr et certain qu'il y a des régions qui n'ont pas encore tenu un seul conseil. Faute de moyens financiers, faute de logistique, faute de locaux. Donc, c'était pour le RDPC une façon de dire aux sorties du grand, voilà des suites législatives aux résolutions, mais nous constatons que malgré l'opposition du SDF, puisque, souvenez-vous, monsieur Noufele, le 20 décembre 2019, la session extraordinaire du Parlement qui s'achevait ce jour. Et c'est ce jour que cette session adoptait le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et le SDF s'était opposé en disant que il y a nombre d'articles là-bas qu'il faut absolument amender. Puisque quand on parle du nord-ouest, du sud-ouest, si vous voulez, englobant en parlant de la crise anglophone, ce n'est pas la solution. Ce que vous appelez statut spécial, ce n'est pas la solution. Le SDF vous a dit, et aujourd'hui nous avons raison, c'est le fédéralisme qui peut à même résoudre le problème de l'autonomisation des régions anglophones où le SDF n'a pas été suivi. On est passé en force avec la majorité obèse au jour d'aujourd'hui. On vient sur un plateau sérieux comme celui-ci, nous dit que les conseillers régionaux sont retournés à l'école pour apprendre ce dont ils avaient à faire. Non, nous pensons que le RDPC, si vous n'avez plus à proposer aux Camerounais, il y en a qui ont des matières grises. Le Cameroun est constitué des intelligences plurielles qui peuvent faire bouger les lignes. Alors, professeur Toyok, vous oui, réagir? Je voulais réagir. Monsieur Mounoufele, j'ai dit tantôt qu'il y avait 330 partis politiques au Cameroun. Et vous savez pourquoi
au moins 80% de ces partis n'ont même jamais réussi à avoir un seul siège parce qu'ils n'apprennent pas à renforcer leurs capacités. Parce que vous êtes seulement les leaders d'opinion des plateaux de télévision. Vous êtes là en train de raconter des choses, le sud-ouest et le nord-ouest qui représentent le centre même des activités du SDF. Vous avez déjà fait quoi au niveau de cette région? Vous avez déjà organisé... Je vais lui répondre, mon cher. Maître Achille Ledio, elle a la parole. Des affaires Maître Achille Ledio, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Elle a la parole. Votre parti est en train de s'entre-déchirer. Alors que vous n'arrivez même pas à avoir un seul député au nord-ouest ou au sud-ouest. Et vous venez vous mettre ici, là, pour dire le RDPC fait ceci, le RDPC fait cela. Attendez, apprenez d'abord à vous former vous-même en tant que leader politique. Vous ne connaissez même pas le code électoral. Vous ne connaissez même pas comment on gère un parti politique. Vous venez simplement dire critiquer. Voilà pourquoi vous n'avez rien. Et le RDPC qui, selon et le vous, RDPC forme. Comment et c'est comme ça, les conseils régionaux du RDPC sont en train de se renforcer avant d'agir. Et c'est ce qui vous manque. Mais est-ce que c'est ça la stratégie? Vous avez été élu sur la base d'un programme. Vous avez défendu ce programme auprès des différents électeurs spécifiques à cette élection de conseiller de conseil régional. Et comment comprendre qu'une fois que vous prenez fonction, au lieu d'appliquer le programme, vous soyez encore en train d'être en formation? Je n'ai pas dit que nous sommes en formation. J'ai dit qu'il faut... Tout le monde n'est pas Jacqueline Koyok dans le conseil régional. Et nous devons travailler avec tout le monde. Il faut renforcer les capacités. Il faut arriver à élucider les capacités des uns et des autres. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, ce n'est pas le fait de courir. Comme les gens ont couru pour créer des partis politiques, aujourd'hui ils ne savent même les partis politiques sans idéologie. Quelles sont les actions que vous, en tant que conseil régional littoral, avez déjà posées sur le terrain? Je ne suis pas la personne habilitée à venir vous étaler ce que nous sommes. Mais vous connaissez au moins une action que vous avez posée. Et je vous ai dit que nous sommes en train de nous préparer. Attendez. Préparer. Vous rentrez à alors l'école. Justement, je voulais lui répondre là, parce qu'elle a dit tout à l'heure, elle m'a posé la question de savoir ce que le SDF a eu à faire dans ces régions-là. Je vais lui dire, la gestion des affaires publiques, vue sous le prisme rousseauiste, demande que c'est vous qui fassiez quelque chose là-bas. C'est vous qui avez la gestion du pays. Nous maintenant, nous nous rendons compte que vous n'avez rien fait et nous tirons la sonnette d'alarme pour dire effectivement, Madame la conseillère régionale, vous ne pouvez pas nous présenter un programme sous forme de profession de foi et venir sur un plateau sérieux comme celui-ci, dire que vous êtes plutôt encore à l'école pour apprendre comment faire pour implémenter ce que vous avez présenté aux populations. Si le RDPC n'a plus rien à proposer aux Camerounais, je l'ai dit, il y a des matières grises prêtes à bouger les lignes. Après vous, Achille Ledio, Christian Massouma, comment appréciez-vous la mise en œuvre des actions annoncées par les candidats au poste de conseiller régional? Cela fait 6 mois déjà, pratiquement. Nous sommes déjà au mois de mai 2021. Ils ont été élus en décembre 2020. Ils ont pris fonction quelques semaines plus tard. Comment appréciez-vous la mise en œuvre des actions des différents conseils régionaux? Est-ce que les propos du professeur Jacqueline Koyok, elle-même conseillère régionale, ça vous rassure pour la région du littoral et quid des régions du sud-ouest et du nord-ouest? Si Mme Koyok avait la moindre action ou le moindre bilan de leurs 6 mois ou de 3 mois d'activité, selon ce qu'elle peut dire, je pense qu'elle présenterait ça volontiers ici au Cameroun. Mais vous voyez qu'elle est très embarrassée. Elle nous parle de renforcement de capacité, de formation. Mais vous n'avez pas les capacités et vous êtes venu solliciter le suffrage des Camerounais alors que vous n'aviez pas de capacité au préalable pour pouvoir diriger les conseils régionaux. Non, il faudrait vraiment que vous arrêtiez de vous moquer des Camerounais. Nous ne sommes pas si stupides que cela. Quand vous vous présentez et que vous sollicitez le suffrage, c'est que vous avez un programme, vous avez un projet et vous avez des capacités et des compétences pour mener à terme votre programme et votre projet. Alors, vous ne pouvez donc pas imaginer que, après que vous soyez porté aux affaires
Et quand les Camerounais vous demandent que, ok, voici les conseillers régionaux, qu'est-ce que vous en avez fait 3 ou 6 mois après? Vous dites que non, ce n'est pas une chose facile, c'est pas au quartier, attendons, nous sommes maintenant, madame, on se prépare, soyons sérieux. Je pense que le RDPC a voulu, comme à son habitude, entourlouper encore une fois de plus les Camerounais. Le RDPC savait que ces conseils régionaux ne seront pas opérationnels. Parce qu'ils n'ont ni les moyens, ni les compétences. Ils ont même dit à un moment donné que la décentralisation était un luxe pour nous, parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ces conseils régionaux. D'ailleurs, c'est ce que Mme Koyok est en train d'accréditer ici, sans avoir suffisamment de matière en matière de politique de décentralisation ou de compétences en matière de politique de décentralisation. Donc il faut aller lentement, aller doucement, aller et sûrement. Vous n'êtes pas, je dis, vous n'êtes pas maître du temps. Et ce n'est pas, on vous a donné un mandat. Ce mandat court sur une période bien déterminée. Vous avez des objectifs, vous avez des missions. Oui. Madame, dites-nous, dans ces missions, si vous êtes incapable, ce qui semble être manifestement le cas, dites simplement que je ne suis pas habilité. C'était une erreur. Non, vous êtes habilité. Ce n'est pas simplement le je ne suis pas habilité. C'est lui. Vous êtes du RDPC au cadre du RDPC. Nous sommes disciplinés. Madame, laissez-moi m'exprimer. Vous vous adressez à moi. Je vous en prie. Il a la parole. parole. Le représentant du RDPC désormais sur les plateaux de télévision, vous venez pourrir le débat et ce n'est pas acceptable. Nous avons tous la capacité à pourrir le débat. Mais moi, je vous respecte quand vous parlez et je respecte votre temps de parole. S'il vous plaît, ayez respecté le mien lorsque je m'exprime. Donc, je suis en train de dire qu'il faudrait que vous compreniez que les Camerounais vous demandent des comptes et de manière légitime. Et que si vous n'avez rien à proposer aucun bilan, parce que c'est le cas, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire ici que les conseils régionaux pour le moment sont totalement inopérants et n'ont rien produit par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Parce que beaucoup de personnes ont pensé que cette décentralisation et la mise sur pied de ces conseils allaient permettre aux régions d'avoir désormais une autonomie en matière de politique de développement. Vous ne serez pas déçus. Pour le moment, vous n'avez ni projection, ni moyens, ni infrastructure, ni rien. Vous nous avez plongé dans un statu quo qui n'a rien à voir avec les différentes. Regardez votre profession de foi. Maître Dieu venait de le dire tout à l'heure. Vous nous avez présenté des choses extraordinaires. Nous, on était persuadés qu'après votre élection, au moment où nous sommes en train de parler, on sentirait déjà l'impact de votre politique sur la ville de Douala. Mais personne ne peut savoir exactement ce que vous avez fait. Et vous continuez à entretenir cette opacité tout simplement parce que vous savez qu'il n'y a rien derrière. C'est de la poudre aux yeux. Et il a dit tout à l'heure, à trop souvent mettre sur pied des politiques ou des solutions cosmétiques, on se retrouve dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire incapable de produire la moindre œuvre réalisée par une institution qui était censée apporter beaucoup dans le quotidien des Camerounais. Alors cette lenteur observée dans l'exécution des stratégies des différents exécutifs régionaux, Edmond Kambia, impacte la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le constat qui est fait, ce sont des attentats qui se multiplient. L'intervention des forces de défense et sécurité a certes permis de réduire l'impact sur des populations civiles. Il n'en demeure pas moins que l'insécurité est grandissante et cela préoccupe la communauté internationale, notamment les États-Unis et la France. Edmond Kambia. Oui, M. Cédric Moufélé, il faut dire que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est très préoccupante. Mais avant d'avancer dans le fond de ce sujet, je voudrais dire que le fait que les conseils régionaux qui ont été mis en place n'arrivent pas à véritablement fonctionner ne surprend guère. Cette lenteur dans le fonctionnement ne surprend pas. Il a fallu 25 ans pour que le gouvernement en place consente, après la pression des populations dans le nord-ouest et sud-ouest, n'est-ce pas, à essayer de mettre en place les institutions prévues par la Constitution. Il dit bien 25 ans après, puisque les élections régionales, c'était quand? C'était le 6 décembre dernier. Et pour qu'il y ait ces élections régionales, il a fallu qu'il y ait, depuis 2016, la crise anglophone, depuis 2017, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, au moment où ils y allaient, la communauté internationale, comme la communauté nationale, je veux parler des partis politiques, les organisations de la société civile, la presse, les syndicats, savaient que la priorité n'est pas d'aller aux élections régionales. Raison pour laquelle certaines formations politiques ont boycotté légitimement les élections régionales. Parce que la priorité n'était pas là-bas. Puisqu'on a mis, on le voit,
la charrue avant les bœufs. Ils n'ont pas de ressources financières, ils n'ont pas de moyens logistiques. Ils sont en divagation. Je veux dire que les personnels, les conseillers régionaux sont en divagation. Ils ne peuvent pas vous dire où ils se réunissent. Où sont ces bâtiments qui les abritent? Et vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont en séance de formation, les ateliers, et on ne sait pas dans quelle salle ils se retrouvent pour faire ces séances de formation. Le siège est là. Mais voyez-vous, je vais rester sur le fond de la question pour dire que ces lenteurs-là étaient prévisibles. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources financières, il n'y a rien. Donc la priorité, c'était de régler le problème majeur de l'heure. Et au moment où il y avait les élections régionales en décembre 2020, le problème majeur de l'heure, et jusqu'à ce jour, au Cameroun, c'est le règlement de la guerre qui fait des milliers de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette guerre qui fait partie, qui fait disparaître sous les armes, sous les bombes, et désormais des engins explosifs, certes, artisanaux, mais qui font des morts, nos soldats, qui font mourir nos frères et sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest, y compris des femmes et des enfants. Et c'est tous les jours qu'il y a des morts, même si la presse n'en parle pas régulièrement. C'est pour cela que nous avons été sensibles au fait que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dans sa conversation avec M. Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, ait eu un mot sur le Cameroun, parce qu'ils se rencontraient. D'abord, ils discutaient des questions d'enjeux géopolitiques dans le monde, concernant les questions Est-Ouest, il faut le dire, le retour de la guerre froide, notamment le rôle que peut jouer, n'est-ce pas, les organisations de l'Atlantique par rapport aux grandes crises dans le monde. On le voit en Asie, en Europe, en Afrique, où se sont déportées les guerres, où sont déportées des guerres d'influence entre les puissances internationales. Donc ils ont eu un mot, et c'est précisément le secrétaire d'État américain qui a tenu à demander à son homologue français où est-ce que vous en êtes, puisque tout se passe comme si les Nations Unies ont sous-traité le règlement de la crise anglophone à la France. Et on le voit, c'est la France même qui a demandé au président de faire accélérer la décentralisation que nous avions mis sous les tiroirs depuis 25 ans. Mais on voit bien que la solution n'est pas la décentralisation. La solution, c'est quoi? C'est de débattre fondamentalement sur la forme et la nature de l'État au Cameroun, et en particulier sur le mode de gestion et de gouvernance dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et la guerre continue dans le nord-ouest et le sud-ouest parce que nous avons commencé quelque chose. Quand je dis nous, c'est le gouvernement du Cameroun, avec quelques leaders sécessionnistes, y compris Ayoub Thabet, le 2 juillet passé, des contacts préliminaires en vue des négociations futures entre le gouvernement et les sécessionnistes. Mais depuis, on n'en parle plus. C'est pour cela qu'Anthony Blinken a demandé à Yves Le Drian où est-ce que vous en êtes avec le Cameroun sur le règlement de la crise anglophone, sur les problèmes de crise politique au Cameroun, qui les intéressent. Et je l'avais dit ici, que lorsque la nouvelle administration Biden va s'installer le 20 janvier au bureau Oval, l'une des questions majeures serait le règlement de la crise anglophone. Et on le voit, il avait cité, lorsqu'il est passé dans la commission des affaires étrangères du Sénat, la question de la crise anglophone, il l'a mis parmi les priorités. Le Cameroun, l'Éthiopie et je crois un autre pays, un troisième pays africain. C'est pour cela que nous avons bon espoir qu'à travers cette discussion entre les responsables des questions diplomatiques de deux grandes puissances, les États-Unis et la France, peut-être que si dans l'évolution de la question, et non seulement dans l'évolution de la question, mais également si le Cameroun essaie de faire des efforts qui vont dans le sens d'apaiser davantage à travers la poursuite des contacts avec les sécessionnistes, peut-être que les choses peuvent avancer, mais je ne crois pas que nous allons réussir cette décentralisation tant qu'il n'y a pas une évolution politique et diplomatique de la résolution durable et pacifique de la crise anglophone. Le gouvernement aujourd'hui mise sur un plan de reconstruction, Christian Massoma, reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'ailleurs, le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, est annoncé au JICAM. Il doit rencontrer les chefs d'entreprise afin de recueillir leurs préoccupations relatives à la situation de sécurité dans les régions anglophones, mais également leurs contributions pour le plan de reconstruction. Le secteur privé
le plus impacté du fait de cette crise? Comment appréciez-vous la démarche du Premier ministre et quelles pourraient être, selon vous, les préoccupations du secteur privé après 4 ans de conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je pense que l'une des victimes les plus importantes de cette crise du nord-ouest et du sud-ouest, c'est les entreprises et notamment le secteur privé. Tout le monde sait que, en plus de la CDC et des autres entreprises implantées, il n'y a plus aucune possibilité aujourd'hui de développer une activité économique pérenne dans ces régions du fait de l'insécurité. Donc le Premier ministre ne peut pas vouloir aborder des questions liées à la reconstruction sans aborder au préalable des questions liées à la pacification et notamment au cessez-le-feu. C'est-à-dire, rien ne pourra être fait. Cette fameuse reconstruction, ils nous ont avancé des chiffres faramineux et que les projets, j'ai même entendu certains représentants du RDPC dire que la reconstruction est déjà en marche dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais au quotidien, nous n'avons que des informations sur la violence qui continue d'être perpétrée dans cette région et des victimes collatérales qui continuent à subir les contre-coups néfastes de cette guerre. Donc, on ne peut pas parler de reconstruction tant qu'on n'a pas encore envisagé la solution préalable qui est le retour à la normale. Et ce retour ne peut se faire qu'à travers le dialogue inclusif. Tout le monde a entendu que depuis qu'ils ont organisé leur fameuse fête foraine à Yaoundé qu'ils ont appelé le grand dialogue national et les résolutions qui en ont été tirées, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucun effet sur le terrain. Ça veut dire que c'était pas la meilleure solution. Parce que la solution n'intégrait pas les acteurs capables de débattre véritablement de cette crise et de pouvoir porter un message qui puisse impacter la situation sur le terrain. On a parlé des prémices et le consultant venait de l'aborder ici. On a parlé des prémices de négociations entre Sissoko Ayub Tabé et le gouvernement. Mais très rapidement, le ministre de la Communication est monté au créneau pour venir démentir cette possibilité, alors que c'était plutôt une bonne opportunité et une bonne nouvelle pour les Camerounais qui comprenaient qu'en fin de compte, le gouvernement a compris que ce n'est pas par la voie militaire qu'on va résoudre un problème politique. Donc la venue du Premier ministre auprès du GICAM, solliciter les opérateurs économiques qui sont sinistrés non seulement du fait de la guerre au nord-ouest et du sud-ouest, mais du fait de l'impact négatif du Covid-19, qui n'ont bénéficié d'aucune aide de l'État dans cette période extrêmement critique. Parce que je vais vous dire, monsieur Noufeli, au Sénégal, le plan de relance économique, ou en Côte d'Ivoire, les différents plans de relance économique qui ont été mis sur pied ont permis au gouvernement, avec les financements des bailleurs de fonds, de soutenir le secteur privé, de soutenir les PME, de soutenir les entreprises qui subissaient des difficultés énormes et qui, pour la plupart, soit avaient mis la clé sous le paillasson, soit étaient en train de procéder à des licenciements économiques et mettre les compatriotes au chômage. Mais nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement qui, à défaut de donner un coup de main à un secteur qui est déjà globalement sinistré, vient demander l'appui financier de ce secteur pour mettre sur pied sa politique de reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Le Premier ministre doit comprendre, et il le sait, parce qu'il est originaire de cette région. En dehors des informations officielles qui nous sont sérinées à longueur de journée dans un certain nombre de médias, lui-même, il sait quelle est l'ampleur de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il sait qu'il n'est pas possible d'envisager une quelconque reconstruction à l'état actuel des choses tant qu'on n'a pas apporté la solution crédible et acceptable. Et ce n'est pas simplement un problème lié au malaise au nord-ouest et au sud-ouest. Regardez le climat sociopolitique. C'est un climat qui est délétère. On arrête les opposants, on les jette en prison, sans procès, on renvoie des procédures à des années et vous ne comprenez rien. Comment voulez que le climat des affaires, qui doit être la résultante d'un climat social apaisé et d'un climat politique apaisé, comment voulez-vous que ce climat soit serré? Comment voulez-vous attirer des investisseurs dans un pays qui est totalement sinistré sur le plan politique, sur le plan économique et autres choses? Personne ne peut venir dans ces conditions. Donc on ne peut pas parler de relance, de reconstruction, lorsque on vit dans un pays qui s'appelle Cameroun et qui est dans des espèces d'altermoiement gouvernemental ou je ne sais pas trop quoi, où on ne peut avoir aucune lisibilité à court et à moyen terme. Personne ne peut investir dans ce pays et je ne paye pas
vraiment, je ne vais pas miser beaucoup sur la rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs économiques, parce que je sais, au GICAM, ce n'est pas une caisse d'enregistrement. On va interpeller le chef du gouvernement sur la situation économique de notre pays et sur le rôle du gouvernement en rapport avec le soutien au secteur privé en période de Covid et en période de sinistre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, attendons de voir, mais je ne suis pas particulièrement optimiste. On ne peut pas aborder la reconstruction lorsqu'on n'a pas encore apporté une solution pérenne et durable dans cette crise anglophone qui n'a que trop duré. La solution militaire n'est pas la solution. Ils l'ont expérimenté, ils ont vu que ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, on a parlé de l'évolution de la situation avec les nouveaux modes opérationnels ou opératoires qui sont des engins explosifs. J'ai vu des images qui m'ont horrifié. Les sécessionnistes apparemment se seraient renforcés et auraient des capacités aujourd'hui que personne ne peut imaginer. D'ailleurs, qui finance ces sécessionnistes, qui leur donne autant de moyens aussi importants, personne ne peut le savoir ici, mais le gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens. Et les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest restent des parties entières et intégrales de notre pays. On ne peut pas les abandonner en perte et profit et continuer un conflit qui n'a que trop duré et qui n'a que causé trop de morts. Après vous, professeur Jacqueline Koyok, comment sortir donc de ce conflit armé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? La stratégie militaire a été privilégiée jusqu'ici, mais à l'observation, ces derniers mois au Cameroun, ce sont des attentats qui se multiplient, des kidnappings, des enlèvements dans plusieurs localités. Pour vous, quelle est la solution aujourd'hui? Bon, j'aimerais d'abord dire que c'est un constat. L'opposition camerounaise se livre à des batailles qui sont perdues d'avance. Je n'ai pas encore vu un parti politique qui arrive avec une proposition concrète. J'ai été aux États-Unis. Il y a des centaines de partis politiques. Aux États-Unis? Monsieur, je peux vous faire une leçon dessus. Il n'y a pas que les démocrates et les républicains, mais les partis politiques, dans leurs États, contribuent. Ce n'est pas sur les plateaux pour gronder, pour brailler. Et je suis simplement en train de vous dire, vous vous livrez à des batailles. Vous pouvez me dire, depuis que vous bavardez sur les plateaux de télévision, vous pouvez me dire quelle est la concrétisation d'une seule chose. Ça, c'est un problème. Vous livrez à des batailles inutiles. Il y a les partis politiques aux États-Unis, je vous l'apprends aujourd'hui, dont la mission est de contribuer par leurs idées à renforcer la démocratie. Vous tenez compte des idées, Mme Koyok? Non, vous donnez non, je vais écoutez, ce que je veux dire, voilà. Vous ne pouvez pas faire un procès en sorcellerie à l'opposition, alors que vous entendez toutes les tentatives de l'opposition à vouloir faire évoluer la situation. Vous me laissez. Elle a la parole, pour Jacqueline Koyok. Donc vous êtes là trois. Rien que depuis que vous êtes là aujourd'hui, RDPC, c'est pour cela que je sais que le RDPC est un très grand parti. Parce que vous trois, vous ne ciblez que le RDPC. Vous n'avez même pas, vous avez face à vous une femme, vous dites RDPC, RDPC. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Noufélé, la guérilla dans tout le monde entier et la stratégie conflictuelle qui est la plus dure à éradiquer. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que l'armée camerounaise ne soit pas capable d'exterminer tous ceux qui font des attentats. Mais le problème, c'est que c'est entre nous des citoyens camerounais. Ce qui peut être fait pour qu'on éradique, parce qu'il y a déjà, monsieur Noufélé, il y a déjà la paix au nord-ouest. Il y a déjà la paix au sud-ouest. Contrairement à ce que les gens vous disent ici au niveau des plateaux. Mais il y a des attentats sporadiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir ce type d'attentats? Il faut travailler avec les comités. D'abord, le conseil régional. Le code de la décentralisation permet de créer des comités de villageois, des comités de ruraux, des comités pour tous ces problèmes. Et vous allez voir venir les activités du conseil régional. Donc, tant que les populations ne contribuent pas, ne participent pas à l'éradication de ces attentats, on ne peut pas demander à l'armée camerounaise d'aller se pointer quelque part, savoir qu'on va déposer une bombe artisanale par-ci, par-là. Mais c'est les populations qui savent que tel n'est pas... Vous avez même suivi le feu cardinal Toumi qui vous a dit, il a été kidnappé. Vous a dit, il n'était pas camerounais. Suivez
les attentats au sud du Nigeria, c'est la même stratégie. Sachez donc qu'il y a les bandits de grands chemins qui traversent et qui viennent faire les attentats au Cameroun parce qu'ils ne vivent que de ça. Et il n'y a que la collaboration avec les populations. Alors, les partis politiques de l'opposition ont justement proposé au gouvernement camerounais de discuter avec les leaders des mouvements séparatistes et de discuter avec tous ceux qui attisent ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a eu des contacts préliminaires en juillet 2020 entre les services secrets camerounais et les leaders des mouvements séparatistes incarcérés au Cameroun. Pourquoi cette démarche n'a pas continué à être explorée? Moi, je suis parmi ceux qui pensent que les problèmes du Cameroun seront résolus par les Camerounais. Vous citez Le Drian. Il vous a dit qu'il n'y aurait aucune élection au Cameroun. Monsieur Edmond Kamga. Le Drian vous avait dit qu'il n'y aurait aucune élection. Il n'y a pas eu élection. Donc vous ne faites que citer Le Drian, tel a fait ceci. Les problèmes des Camerounais seront résolus par les Camerounais. Mettons nos énergies ensemble. Et nous allons résoudre nos problèmes. Tant que vous pensez que ça va venir d'ailleurs, moi je ne crois pas. En réalité, les problèmes que nous avons au nord-ouest, au sud-ouest, c'est des attentats qui sont perpétrés par des bandits. Je vous dis, puisque le feu Christian Toumi vous a dit, ceux qui m'ont kidnappé, il y avait un seul Camerounais. Je crois que c'est la parole d'un prélat. Il n'y avait qu'un seul Camerounais. Tous les autres étaient des Nigérians. Il vous a dit. Donc, moi, c'est ce que je retiens du cardinal Toumi. Et je pense qu'il a montré la piste. Dans les mêmes attentats que nous avons chez les Ibo, chez les Biafrais, c'est eux qui traversent et qui viennent faire du désordre au Cameroun. En tant que sécessionnistes et séparatistes, moi, je ne les vois plus. Donc, je comprends qu'il y ait encore des poches au niveau de la diaspora qui soient capables peut-être de financer, mais je ne crois pas. Donc, moi, je me dis, si entre nous, Camerounais, on s'entend, même si c'est à travers un dialogue, le président Paul Biya n'a jamais dit non, mais il a toujours posé la question, avec qui? Avec les Ibo, avec les Biafrais? Parce que c'est eux qui sont en train de perpétrer les attentats. Donc, mettons-nous ensemble. On ne fera pas un procès d'intention à nos voisins nigérians, parce que jusqu'ici, les forces de défense et sécurité qui sont déployées sur le terrain n'ont pas encore identifié leur participation dans ce conflit armé. Maître Achille Ledio, est-ce que vous êtes d'accord avec Jacqueline Koyok sur la démarche à initier pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est-à-dire que les Camerounais doivent s'entendre afin de parvenir à une solution à cette crise. Est-ce que le gouvernement souhaite que les Camerounais s'entendent? Est-ce que pour vous, les pouvoirs publics sont ouverts à cette initiative d'entente entre les Camerounais? Mon cher Cédric, merci de la question. Permettez que je fasse une observation sur une ou deux choses qui ont été dites par Madame Jacqueline Koyok pour tout simplement préciser que en guise à sa réponse à sa question suivant laquelle qu'est-ce que les partis d'opposition avaient proposé, qu'est-ce que vous avez fait, je lui répondrai directement que les urnes transparentes aujourd'hui, c'est l'œuvre du SDF. Je lui répondrai également que la biométrie, même si elle est biaisée, est l'œuvre du SDF et des autres partis politiques de l'opposition. Je lui demanderai de se souvenir des vuvuzelas à l'Assemblée nationale en 2017, lorsque le SDF ou alors les parlementaires du SDF demandaient à ses camarades d'inscrire à l'ordre du jour la question anglophone. Et pour finir, puisque la liste est longue, le SDF, même le 20 décembre 2019, date à laquelle l'on avait, à l'issue d'une session extraordinaire, adopté le Code général des collectivités territoriales décentralisées, le SDF vous avait dit le statut spécial, les assemblées régionales, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le fédéralisme. Mais le RDPC, ou alors le gouvernement du RDPC, est un gouvernement d'autistes. C'est un gouvernement qui continue de paître dans la prairie du déni, de l'arrogance. Alors, pour répondre à votre question, mon cher Cédric, je vais tout simplement dire que la démarche du Premier ministre, pour moi, n'est pas bonne.
elle s'analyserait comme une fuite en avant de plus. C'est une démarche inappropriée. Pourquoi? Je m'explique. Le Premier ministre ira au GICAM demander aux patrons d'entreprise, les créateurs de richesses, qu'est-ce qu'on fait pour relancer les zones déclarées économiquement sinistrées, c'est-à-dire nord-ouest. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses pour un capitaliste, c'est de lui dire, nous voulons la sécurité. D'abord là-bas. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de sécurité, je ne vois pas un chef d'entreprise aller miser ses investissements dans une zone où il sait que d'un bout de doigt comme ça, là, on peut exploser tous ces investissements. Donc, pour moi, le Premier ministre aurait dû, d'abord, au vu de ce regain de violence que nous observons ces derniers temps dans ces zones anglophones, le Premier ministre aurait dû, premièrement, essayer de mettre la population en confiance. Même si ça ne relève pas de son... Il pourrait d'abord insister que la collaboration entre la population, les forces de maintien de l'ordre ou les forces de défense soit une réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et je suis d'accord avec Madame Jacqueline Collot qui dit que ce sont des attaques sporadiques. Oui, mais des attaques sporadiques qui font mal et très mal. Et on se rend compte qu'il y a ces attaques réussissent à être perpétrées à cause d'un manque de collaboration permanente entre les populations de ce côté-là et les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est d'un. Et de l'autre côté, nos forces de défense, à un moment, ont manqué un peu de vigilance, sincèrement. Parce que quand je vois l'attentat qu'il y a eu au poste des Coqs, je me dis tout simplement que il y a un manque de vigilance, ou alors nos forces de sécurité ont baissé un peu d'un cran de surveillance. Arriver avec un sac dissimulé n'importe où, chargé d'explosifs, jusqu'à dans votre propre maison, je veux dire dans leur base, c'est un peu de trop. Donc, la démarche du Premier ministre d'aller plutôt vers les opérateurs économiques, pour moi, cette démarche devait venir après que la situation d'antan soit établi. Et là maintenant, l'entrepreneur, le créateur, le chef d'entreprise s'analyse de façon imagée comme étant celui qui porte les œufs. Et alors maintenant, lui, en venant avec ses œufs dans ces zones, c'est que les conditions de sécurité, de développement sont restaurées. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Là-dessus, soyons-en sûrs que aucun investisseur ne pourra aller là-bas sans qui ait cette sécurité. Et cette sécurité passera aussi par le dialogue. Parce que ce qu'on a eu en octobre dernier avait exclu bon nombre des acteurs de la chose. Si en Colombie, avec les FARC, on a eu un dialogue. Si le Nigeria a engagé le dialogue avec les rebelles du delta de la zone qu'on appelle le delta du Niger, si au niveau si l'État malien a engagé les discussions avec les rebelles maliens, vous pensez que c'est ici au Cameroun que l'on ne puisse pas établir un dialogue? Nous pensons que l'État RDPC doit comprendre que la solution militaire n'a pas payé. Elle contribue plutôt à renforcer les égos surdimensionnés de ces petits, de ces sécessionnistes qui en réalité ont dénaturé le combat d'antan. Et au jour d'aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics de Yaoundé, l'ordre gouvernant de Yaoundé, de rassurer la population de ce que les forces de maintien de l'ordre sont là pour eux et de créer cette synergie entre population et forces de maintien de l'ordre, forces de défense, et de voir dans quelle mesure effectivement on peut s'asseoir, comme disait le plénipotentiaire du RDPC sur ce plateau, comment on peut s'asseoir sans exclusion, c'est-à-dire et avec les sécessionnistes, avec le leader, et voir comment on peut revenir sur notre histoire et voir ce qui n'avait pas marché et tout remettre sur les rails. Il s'agit, le véritable problème, c'est celui de l'autonomisation.
Alors justement, des autorisation régions. des régions En et de disponibilité des financements. La question se pose aussi dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Edmond Kamgia, fonds Covid-19, il y a une enquête judiciaire très attendue et des dénonciations sur l'implication présumée de certains membres du gouvernement. Pour vous, les conséquences d'une enquête judiciaire avec dans le viseur certains ordonnateurs des fonds Covid, comment cela va se passer? Quelle devrait être la démarche? Bon, nous nous retrouvons dans une situation où il y a eu, n'est-ce pas, des enquêtes, des contrôles, non seulement du contrôle de l'État, mais surtout une mission de contrôle importante de la Chambre des comptes, qui a fait un rapport. Et c'est sur la base de ce rapport qui est passé par la présidence de la République et dont le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pu avoir finalement copie, puisqu'il avait exigé d'avoir des pièces face au message, au courrier que lui a adressé le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, concernant l'enquête judiciaire qui permettrait de dénicher les auteurs, co-auteurs et complices, n'est-ce pas, dans la gestion des fonds relatifs à la Covid-19. Aujourd'hui, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a suffisamment de coups de franche pour mener à bien cette mission. Et selon nos informations, il aurait déjà requis les services, n'est-ce pas, du TCS, tribunal criminel spécial, pour qu'une enquête de ce côté-là soit menée pour concrétiser le travail qui est demandé à l'État du Cameroun par le FMI, qui veut savoir comment a été géré les milliards qu'il a débloqués au profit du Cameroun dans la gestion, n'est-ce pas, pour la gestion, n'est-ce pas, de cette maladie, de cette pandémie, pour lutter contre cette pandémie. Et vivement, nous nous retrouvons dans une situation assez particulière avec cette enquête judiciaire. Parce que le TCS va entendre, n'est-ce pas, tous les chefs de département ministériels qui ont reçu des fonds, des financements, officiellement, pour lutter contre la pandémie à leur niveau. Nous nous rappelons que le ministre de la Santé à l'époque, lorsqu'il faisait encore des conférences de presse, des déclarations, avait fait savoir qu'il y a des fonds qui ont été attribués à plusieurs ministères. Et ces fonds-là, ça variait d'un ministère à un autre. Maintenant, chaque ministre ou chacun de ces chefs de département ministériels qui ont reçu ces fonds-là doivent chacun expliquer, justifier l'utilisation effective de ces fonds. Et c'est sur cette base-là qu'on saura qui a bien géré, qui n'a pas bien géré. Et sur la base de ce travail-là, je crois que l'enquête judiciaire permettra de dénicher, de savoir qui, dans sa responsabilité, n'a pas bien géré ou n'a pas bien géré. Et on saura finalement qui sont les auteurs de la malversation ou des détournements de fonds publics au niveau de la gestion des fonds Covid. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que cette enquête judiciaire qui est menée telle qu'elle, est-ce qu'il n'y aura pas de goulot d'étranglement? Est-ce que, vous savez, moi je suis un peu embarrassé dans cette affaire. Parce que je crains que, bien qu'il y ait une bonne intention derrière, qui vise à établir les responsabilités dans la gestion des fonds Covid, je crains qu'il y ait des goulots d'étranglement, qu'il y ait des obstacles qui font en sorte que ce soit finalement peut-être le menu fretin qui soit pris, qui soit saisi et jeté en pâture pour dire que voilà ceux qui ont mal géré, alors qu'il ne s'agit pas seulement de ceux-là. C'est ça ma seule crainte. Alors, avec vous, Christian Massouma, on a vu dans d'autres pays africains, lorsqu'il y a eu des soupçons de malversation financière, des ministres ont été démis de leurs fonctions, d'autres ont démissionné. Au Cameroun, il y a un rapport de la Chambre des comptes qui fait état de malversation financière. Le rapport a été transmis directement à la présidente de la République, mais jusqu'ici, aucune sanction prise à l'encontre des ordonnateurs indélicats, mais plutôt une enquête judiciaire qui est annoncée. Comment appréciez-vous la gestion de ce scandale financier par le gouvernement? Vous noterez d'abord que lorsqu'on est dans un pays où il n'y a pas une véritable indépendance de la justice, où on ne peut pas soumettre les gestionnaires indélicats à une justice équitable, on se retrouvera forcément avec un certain nombre d'effets qui ne sont pas des effets que le justiciable lambda ou le Camerounais lambda aurait pu attendre de ce type d'événement. Je dois vous dire même ce qui pousse le Cameroun aujourd'hui à arriver jusqu'à ce niveau.
Le Cameroun est en train de négocier avec le FMI un deuxième financement pluriannuel. Et dans le cadre de ce financement, le FMI a exigé qu'il y ait un certain nombre d'éléments de transparence que le gouvernement devrait produire dans le cadre de la gestion des fonds Covid. C'est pour ça que la Chambre des comptes, et encore que le FMI aurait souhaité que ce soit un audit indépendant, oui, mais pas un audit gouvernemental, un audit indépendant qui puisse révéler effectivement à quoi ont servi les 203 milliards. Parce que c'est des financements de 180 milliards et de 23 milliards additionnels dans le cadre de cette opération-là. Donc, on ne sait pas ce que cet argent a fait dans ce pays. C'est-à-dire, les Camerounais s'interrogent si autant d'argent a été débloqué, l'argent que nous devrons supporter, même les générations futures, parce que c'était dans le cadre d'un prêt que le gouvernement devra rembourser, et que cet argent a été dilapidé pratiquement par les différentes institutions qui étaient en charge de gérer les fonds Covid. On a vu les procédures de passation de marché. J'ai écouté la semaine dernière un ou deux de vos panélistes passer à revue un certain nombre de marchés qui étaient passés de manière plus que douteuse dans le cadre de la gestion de ce fonds. Le ministre de la Santé a sanctionné 2 de ses collaborateurs récemment. Mais comme venait de le dire Edmond, nous avons de la peine à penser que ces collaborateurs qui se seraient éventuellement rendus coupables des maladresses financières dans la gestion des fonds. Encore qu'il faudrait savoir s'il s'agissait de fonds Covid ou d'autres types de financement et autre chose. Moi, il faut véritablement que quelque chose soit fait. Le gouvernement est poussé à bout. Je pense qu'ils feront quelque chose parce qu'ils voudront satisfaire le FMI. Oui. Est-ce qu'ils enverront une copie biaisée juste parce qu'il faut envoyer une copie et satisfaire le bailleur de fonds? Je n'en sais rien, mais l'expérience a montré que dans ce pays, en matière d'enquête judiciaire et d'audit, il ne faut pas attendre grand-chose de la part de ce système parce que la collusion entre les institutions de la République fait en sorte qu'il est difficile d'être en même temps ordonnateur et avoir une influence éventuelle dans un audit ou alors dans une procédure judiciaire en cours. Donc nous attendons de voir, mais il faudrait qu'on nous dise effectivement où tout cet argent est passé, à quoi ça a servi. Parce que nous n'avons pas vu dans notre pays une profusion d'acquisition de matériel adapté pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Nous n'avons pas vu de respirateurs. Jusqu'aujourd'hui, il se pose de problèmes de respirateurs dans nos hôpitaux. On n'a pas vu un matériel qui aurait peut-être justifié qu'on débloque autant d'argent. On n'a pas vu des entreprises, le secteur informel, être soutenu même dans les plans de relance. Alors, à quoi a servi l'argent qui a été débloqué par le FMI? L'avenir nous dira. Mais comme je suis éternellement sceptique par rapport au passé et à l'expérience que j'ai de la gouvernance de ce pays, je n'attends pas grand-chose des différentes procédures qui sont en cours. Professeur Jacqueline Koyok, l'enquête judiciaire permettrait-elle de pouvoir établir les responsabilités, même si ce sont des membres du gouvernement à la suite d'une enquête, pensez-vous qu'on puisse aller jusque-là? Oui, je me dis, nous avons sur ce plateau un avocat qui va nous édifier plus, mais je me dis que là, actuellement, nous ne sommes qu'au préalable. Donc, il y a une enquête judiciaire, et après cette enquête judiciaire, on va adresser un rapport au procureur. C'est le procureur qui va déterminer les faits. Si il y a un non-lieu, ça veut dire qu'ils ont bien géré les faits. Il va déclarer un non-lieu. Mais s'il n'y a pas un non-lieu, même s'il y a un non-lieu partiel, il va le dire. Il va donc déterminer les faits. Mais la Chambre des comptes, elle a déjà déterminé, selon la correspondance... Non, la Chambre des comptes... Elle a identifié des malversations financières. Oui. Est-ce que ces éléments... Résumé. Parce que nous n'avons pas les résultats de cette Chambre des comptes. Je sais qu'ils sont encore en train de travailler. Et puis, monsieur Noufele, rendez-vous compte que lorsque le coronavirus arrive ici au Cameroun au mois de mars, personne ne s'y attendait. Donc, il y a eu des actions qui ont été menées à la hâte, des actions d'urgence, des actions qui sont même en cours. Moi, je me dis, les enquêtes, les audits qu'on peut mener après 3, 4, 5 mois
pour des projets qui peuvent être durables, je me suis dit que c'est très tôt. Il y aurait encore, d'abord d'après mes propres investigations, il y aura encore des ministères qui n'avaient pas encore engagé la totalité de leurs ressources. Donc je me dis, essayons de parler avec un peu de tact au conditionnel. Parce que rien n'a été prouvé, rien n'a été démontré par rapport à la malversation financière. On a soupçonné, on soupçonne. Donc il faut maintenant que l'enquête judiciaire donne son rapport au procureur, qu'il qualifie les faits, et c'est à lui de dire s'il y a eu détournement ou pas. Mais maintenant, après cela, nous pourrons donc commencer à questionner est-ce qu'on ne pourrait pas faire démissionner un membre du gouvernement. Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais ailleurs, dans les pays africains, on voit des ministres de la Santé, d'autres chefs de département ministériels démissionner, qui ont été soupçonnés d'être impliqués afin que leur honneur puisse être rétabli à la suite d'autres enquêtes. Voilà. Mais au Cameroun, quand même, il y a eu un premier rapport. Comment expliquer que jusqu'ici, c'est le silence au sein du gouvernement concernant ceux qui avaient déjà engagé plusieurs fonds Covid? Nous nous sommes dit ici que nous devons respecter la loi. Aucune loi ne demande à un ministre, parce qu'il a été soupçonné de démissionner. Il n'y en a pas. Et maintenant, il y a plutôt une loi de 2013 qui demande à ceux qui auraient soustrait, qui auraient tenté de détourner ou qui auraient détourné, s'ils le veulent, à n'importe quelle étape, de rembourser. Alors justement. Se faire dédouaner. Donc moi, je n'ai pas vu une loi qui demande au ministre, quand tu as soupçonné, tu démissionnes. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Au-delà de la présomption d'innocence, maître Achille Lodjo, quelles sont les garanties de l'impartialité de l'enquête qui va être menée au moment où le député Jean-Michel Nitieux a plusieurs fois dénoncé l'implication présumée de certains membres du gouvernement? Mon cher Cédric, à chaque fois que je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-Gate, je salue avec beaucoup de déférence l'honorable Jean-Michel Nitieux, président régional SDF, qui a percé l'abcès de cette chose, et ça me regaillardit une fois de plus de savoir que tout comme le Munchipugit, le SDF, c'est un parti avant-gardiste qui est soucieux de la bonne gestion des affaires, des finances de notre nation. Alors, il faut tout simplement dire que, au vu du rapport de la Chambre des comptes, parce qu'il faut restituer les choses, au vu du rapport de la Chambre des comptes, ce qui est clair, c'est que il y a des malversations à ce niveau sur la manipulation des fonds Covid-19. Il y a des malversations et il y a des détournements. Ça, c'est le rapport de la Chambre des comptes. Mais seulement, en matière pénale, c'est le principe de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que chacun est responsable des actes qu'il a commis. Maintenant, l'enquête judiciaire permettra de faire le départ des responsabilités. C'est-à-dire de dire à tel niveau, toi qui as géré telle autre chose, tu as été fautif à tel ou à tel niveau de ton implication. Donc, l'enquête judiciaire, pour nous, est la bienvenue, mais seulement, cette enquête commanderait, au vu du principe, c'est un principe de l'indépendance de la justice, et du principe de l'établissement de la preuve que celui qui est présumé impliqué, d'après le rapport de la Chambre des comptes, devrait rendre son tablier. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas être un ordonnateur présumé impliqué, je dis bien impliqué, dans la gestion des fonds Covid, et puis où il y a des détournements, et être encore patron de votre ministère. Sinon, vous allez brouiller les pistes. Vous êtes capable, au vu de votre pouvoir souverain, vous êtes capable de brouiller les pistes de toutes les enquêtes qui peuvent mener sur votre piste. C'est pourquoi nous disons que un principe républicain voudrait tout simplement que, une fois que vous soyez impliqué de près ou de loin, dans tous les cas, vous êtes encore présumé, vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes coupable de rien, mais seulement vous devez vous rendre
disponible à la justice. Vous devez être disponible pour que la justice puisse faire son travail et être disponible, c'est rendre son tablier. Comme je le disais tout à l'heure, je vais dire comme le disait tout à l'heure le plénipotentiaire du MRC, je pense moi aussi que je n'attends pas grand-chose de cette enquête. Pourquoi? Parce que le Cameroun doit satisfaire le FMI en coupant quelques têtes et en laissant le véritable problème. Merci. Mais nous allons continuer de tirer la sonnette d'alarme. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci au professeur Jacqueline Koyok d'être venu sur ce plateau. Merci également à Edmond Kanga d'avoir participé à ce débat. Je vous dis merci messieurs, Achille Ledio et Christian Massoma d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'émission Droit de réponse et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Qu'est-ce qui aura été les meilleurs